On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Mais d'abord, on parle de ce quartier, de ce projet de quartier dédié, quartier sécurisé, dédié aux personnes atteintes d'Alzheimer. Un projet pour ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait quelques fois qu'on en parle ici même à l'émission. C'était une idée, un projet. Mais là, on sent vraiment que c'est davantage concrétisé. Il y a même une échéance qui est bien sûr inscrite au document. C'est ce projet d'un quartier sécurisé pour les personnes vivant avec l'Alzheimer, ici même dans la région. C'est un projet qui est très innovateur et dont l'inspiration également vient d'Europe. Bref, 3 invités pour en parler. D'abord, le directeur général de la FQ-MAMA, M. Robert Larue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Mme Geneviève Carl, qui est chef de projet pour le quartier. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Et Édouard Bonaldo, qui est l'un des administrateurs à la FQ-MAMA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je dis la FQ-MAMA, mais je vais quand même expliquer ce que c'est. Donc, la Fédération québécoise de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Monsieur Larue, ça fait déjà plusieurs années, même dans nos discussions informelles, qu'on se parle de ce projet, de ce quartier et tout ça. Là, on a vraiment l'impression qu'on est vraiment à la ligne de départ et qu'on va vers l'avant. En fait, il faut quand même mentionner qu'il y a un plan d'affaires qui a été réalisé sur le projet. En fait, la FQ-MAMA a débuté en 2015, une initiative du docteur Marie-Chantal Ménard, qui est effectivement inspirée du projet qui s'est fait en Hollande il y a un peu plus de 25 ans, désirait réaliser un projet semblable ici au Québec. Après avoir consulté une cinquantaine de spécialistes, de professionnels, lors de quelques consultations comme telles. Donc, il a été décidé que ça serait un quartier et non pas un village. Donc, un quartier sécurisé pour personnes vivant avec la maladie Alzheimer, un quartier intégré où il y aurait de la cohabitation avec des gens normaux, sans qu'ils aient la maladie, effectivement. Donc, le plan d'affaires a été adopté au mois de juin dernier par le conseil d'administration de la FQ-MAMA, présenté à l'Assemblée générale, et maintenant, on est dans la réalisation de ce plan d'affaires, dont la première pelletée de terre est prévue en 2021, à l'automne 2021. Quel est l'état de la maladie d'Alzheimer? On comprend qu'il y a un vieillissement de la population, et donc on peut comprendre que mathématiquement, il y a plus de personnes qui en seront atteintes, mais quel est le portrait aujourd'hui et même futur de la maladie? Oui, tout à fait. Donc, c'est une maladie pour laquelle on n'a pas de remède actuellement. C'est une maladie qui touche un nombre très important de personnes. J'ai fait apporter les données parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me tromper quand je donne les chiffres. Ça atteint tellement un nombre important de personnes. En fait, l'Agence de santé publique du Canada a indiqué ces chiffres-là. Il y avait 8,3 milliards de dollars qui étaient dépensés en 2011 dans les coûts de santé directement associés aux personnes atteintes. Puis ça va être 16,6 milliards en 2031. Au Canada, ça, c'est 16 000 Canadiens qui sont atteints. Okay. Au Québec, on a 141 000 personnes qui sont touchées, 17 nouveaux cas à chaque jour. Donc, il y a une croissance, là. Ah oui, il y a absolument une croissance. Puis, tu sais, quand on regarde ça aussi au niveau des coûts, ça, c'est juste les coûts directs. Les coûts indirects, ça augmente presque de 9 fois dans cette période-là de 20 ans. Ouais. Alors, c'est incroyable là, ce que ça fait vivre aux personnes les proches aidants aussi, là. Donc, par exemple, si on parle d'une femme de 65 ans qui serait diagnostiquée aujourd'hui, vit avec la maladie pendant en moyenne 22 ans. Ouais. Alors, ce sont des chiffres qui sont très criants. Qui parlent par eux-mêmes. Absolument. Bon. M. Bonaldo, mettre sur pied un projet comme celui-ci nécessite des partenariats avec les différents paliers de gouvernement, les villes, les organismes du milieu. Donc, comment on réussit à attacher les fils de tous ces intervenants-là pour arriver avec un projet comme celui qu'on présente aujourd'hui? Il faut expliquer le projet comme il faut aux gens. Le projet a été bien identifié au début, bien comment je dirais, écrit ou décrit, si vous voulez. Et ça a été quand même relativement facile de l'expliquer à des partenaires
en devenir. Il y a des partenaires qui avaient accepté au tout début de se joindre à nous. Ça a été assez facile à transmettre ce message qu'il fallait faire quelque chose pour essayer d'humaniser la vie restante là, de ceux qui sont atteints de la maladie et de les laisser vivre dans un contexte presque naturel. Ce qui nous a facilité la tâche, c'est que tous les partenaires connaissent la maladie parce qu'ils ont vécu une expérience dans la proche famille, dans la proche famille ou dans l'environnement immédiat. Donc, les communications et la formation d'une structure minimale pour essayer de développer un plan d'affaires qui contienne les éléments essentiels ou principaux a été assez facile. On a trouvé des partenaires pour financer évidemment cette première étape du projet et il faut remercier ceux qui nous ont aidés aussi. Et donc, on peut maintenant passer à la deuxième étape, celle d'amener le projet d'où il est maintenant, c'est-à-dire d'un bouquin, à la pelletée de terre. Et là, on travaille pour trouver des partenaires et on travaille aussi pour trouver une place pour asseoir le projet physiquement. Là. Ouais. Mais l'écoute est bonne. On a eu des rencontres avec les représentants des deux niveaux de gouvernement, en fait des trois niveaux de gouvernement, parce que les premiers qu'on a sollicités, la municipalité, et les réceptions sont très bonnes. Nous avons obtenu l'appui des députés pour nous aider à pousser le projet vers les ministères qui sont concernés. Ouais. Et donc, on est satisfait qu'on a de très bonnes chances de réussir. On a de très bonnes chances de réussir parce que les gens sont préoccupés par la maladie, mais aussi par la qualité de vie qui est questionnable actuellement des gens qui doivent vivre avec la maladie. Bon. Si le terrain n'est pas encore désigné officiellement, il le sera, je présume, un jour, parce que vous allez devoir décider à quel endroit vous allez mettre le projet. Mais le projet nécessite combien d'espace, combien d'unités, combien grand de terrain avez-vous besoin pour implanter le projet? En fait, selon le plan d'affaires, le projet consiste à construire 30 habitations familiales des résidents qui vont comporter 9 chambres chacune. Donc, ce sont des habitations familiales, unifamiliales. On veut garder un peu le principe du maintien à domicile pour ces gens-là. Mais ce qui est particulier dans le projet, c'est que on voudrait quand même que ces gens puissent vivre dans leur habitation familiale là, du début jusqu'à la fin de la maladie, si c'est ce qu'on ne retrouve pas actuellement au Québec, là, dans la formule institutionnelle là, des soins. Bien, ça, c'est un peu mon autre question, Mme Carl. On parlait tantôt de l'état de la maladie, mais l'état des ressources d'hébergement ressemble à quoi? Quelqu'un qui a la maladie aujourd'hui, bon, s'il a encore un conjointe va rester à la maison probablement quelques années, mais il vient un temps où, parfois, l'aidant décède avant la personne atteinte, ce qui arrive très souvent. Ou dans d'autres cas, le cas devient malheureusement trop lourd pour rester à domicile. Donc, quel est l'état des ressources d'hébergement en ce moment? Oui. Bien, vous avez très raison quand vous dites que le proche aidant va souvent décéder avant la personne atteinte par la maladie. C'est une fois sur 2, selon les statistiques. C'est énorme. Énorme, parce que le poids est très élevé là, sur cette personne-là. Donc, il y a plusieurs solutions. Alors, il y a l'hôpital. Donc, souvent, là, quand ça devient justement un poids trop lourd pour la personne, des fois, là, c'est l'urgence. On n'est plus capable. On amène les gens à l'hôpital en attente d'une place pour la personne qui est atteinte. À l'hôpital, les coûts sont de 50 000 $ par mois pour maintenir quelqu'un qui est atteint de la maladie. Et évidemment, on sait que c'est vraiment pas le meilleur endroit pour lui permettre d'avoir des activités. Bien non, c'est ça, c'est ça. On n'a pas d'activité, on n'a pas de stimulation, donc... c'est pas approprié. Voilà. Ensuite, il y a le CHSLD. Bon, le CHSLD, au niveau des coûts, on est à 15 000 $ environ par mois. La grande problématique, c'est au niveau des listes d'attente, qui sont souvent très longues. Ensuite de ça, bien là, on peut avoir des ressources intermédiaires, des ressources de type familial, des résidences privées.
Donc ça, ce sont toutes d'autres alternatives qui peuvent être plus ou moins appropriées selon les cas. Souvent, le ratio des préposés aux bénéficiaires, ça va aller de 12 à 16 personnes par préposé aux bénéficiaires. Donc, ils sont dans un état où est-ce que c'est difficile pour eux d'obtenir ces soins-là. Et les coûts vont varier de 4 500 à 7 000 $ par mois. Et quand on est en ressources privées, bien, ça peut être beaucoup plus élevé aussi. Est-ce que l'échéancier qui est prévu au plan d'affaires, M. Bonaldo, est réaliste? Parce que souvent, de ce genre de projet-là, il y a des impondérables, évidemment, de ce qui vient de la part des différents gouvernements concernés. Parfois, il peut y avoir des délais. Est-ce que automne 2021 s'avère être une date qui est réaliste, selon vous? Qui est réalisable, oui. Qui est réaliste quand on est un peu optimiste. Oui. Pour faire des projets, il faut être optimiste un peu. Oui. Si on continue à trouver des gens de bonne volonté comme c'est le cas actuellement, c'est faisable. Okay. Il est évident qu'on ne précipitera pas au risque de faire des erreurs. Donc on va le voir en cours de route parce que le plan d'affaires qui est actuellement disponible, il va certainement s'enrichir avec le temps, surtout la première année. Maintenant, à partir de maintenant, les prochains 12 mois, c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont ajouter des particularités pour améliorer le plan et faire en sorte que les professionnels puissent faire les plans et devis en conséquence, que la Ville puisse faire l'aménager en conséquence. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. On a prévu un budget intérimaire quand même assez substantiel pour pouvoir faire ce travail-là et être capable de préparer les plans et devis en temps et lieu pour que l'on puisse lancer le projet. Mais c'est faisable. Et il ne sera pas fait d'un coup sec, c'est-à-dire il ne sera pas fait en une seule phase, il va être fait en 3 phases. Et donc, on devrait être capable de tourner autour de ça. En conclusion, qu'est-ce qui reste à faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois? En fait, pour les 3 prochaines années, c'est le développement de l'ensemble des partenariats nécessaires à la réalisation du projet, notamment au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des entreprises privées comme telles. On lance début 2019 une campagne majeure de levée de fonds de 32 millions. Puis qu'on pense pour les 5 prochaines années. Donc, c'est quand même bien parti, bien optimiste. Votre invité, juste avant nous, là, Jean Rioux, nous a encore confirmé sa participation active à la réalisation de ce projet-là. À vous 3, merci infiniment et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci. Restez avec nous. Au retour, on parle politique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% géant. Oui, avec Alex Surprenant et Christophe Beaulieu. Et moi, je fais de la musique parce que les pattes sont perdues. Les Dolphins aussi. C'est pas grave, les pattes sont perdues. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Avec nous, le député fédéral de Saint-Jean, donc à la Chambre des communes, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Merci de votre invitation. Bien, ça fait plaisir. Donc, vous avez eu de la visite au cours de la semaine, donc mardi midi, Chambre de commerce au Collège militaire royal de Saint-Jean. Le ministre Dominique Leblanc
est venu rencontrer les gens d'affaires. Donc, c'est d'ailleurs, j'ai cru comprendre, une conférence qui s'est organisée assez rapidement. Assez rapidement. On a eu comme 10 jours pour l'organiser, mais le milieu a bien répondu. Je pense qu'il y avait un intérêt. M. Leblanc est dans notre ministre du Commerce intérieur. Oui. Donc, il y a et des affaires intergouvernementales. Et ça va un peu ensemble du Nord, parfois. Et du Nord canadien. Mais venait entretenir les gens sur les obstacles qu'il y avait au niveau des frontières interprovinciales. Et l'intérêt était là. On a parlé principalement au niveau du transport, que les nombres d'essieux ne sont pas les mêmes dans les mêmes provinces. Les périodes de dégel. Au niveau des produits alcoolisés, donc c'est difficile de pouvoir faire du commerce entre les provinces. Et l'intérêt, je pense, qui est très grand suite aux négociations qu'on vient d'avoir sur le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, qui ont duré 18 mois. Et les gens se sont dit, advenant qu'on ait encore des problèmes avec le libre-échange nord-américain, pourquoi on n'essaie pas de développer davantage le commerce entre les provinces? Et c'est un mandat clair que M. Trudeau a donné au ministre Leblanc. Bon, parce que ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce que parfois, on pense que faire affaire avec l'étranger, c'est compliqué, notamment les États-Unis. Bon. Mais en même temps, quand on regarde les champs de juridiction des différentes provinces dans le monde agroalimentaire, le monde de l'étiquetage, le monde du transport, les vignobles, les microbrasseries qui voudraient vendre des produits à l'extérieur du Québec, c'est là qu'on se rend compte que le commerce entre les provinces n'est pas toujours simple. Puis, quelque part, j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessairement la faute du fédéral non plus, parce que chaque province a sa réglementation. Et là, on demande au gouvernement fédéral d'arrimer tout ça. C'est pas évident, là. C'est de dire à tout le monde, aux 10 provinces, aux 3 territoires, s'il vous plaît, pouvez-vous travailler ensemble? C'est ça. On se réveille que c'est plus compliqué pour les manufacturiers, commerçants, de faire affaire au Canada que de faire affaire avec les États-Unis, faire affaire avec l'Europe ou avec l'entente qu'on vient d'avoir transpacifique. Donc, on va essayer d'aplanir ça. Et ce que le ministre nous a dit, les provinces sont de bonne volonté. Mais quand arrive le temps de négocier, bien, cependant, mais il y a ça, etc. Mais il va y avoir une rencontre avec le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des provinces pour essayer d'aplanir ces obstacles-là, pour faciliter et augmenter le commerce entre les provinces. Bon. Un autre enjeu également qui demeure, c'est le fameux prolongement de l'autoroute 35. On s'en parle presque à chaque entrevue. En même temps, on attendait de voir évidemment ce qui allait se passer du côté de Québec avec les élections, mais en même temps, j'ai envie de dire que même durant l'élection provinciale, qu'on parle avec les libéraux, les caquistes ou les péquistes ou les gens de Québec solidaire, tout le monde était pour la 35. Au fédéral, vous-même, votre gouvernement, vous êtes pour la 35. Donc, j'ai envie de dire, si tout le monde est pour la 35, pourquoi que ça ne se fait pas demain? Bien, il faut qu'il y ait une demande qui soit faite du provincial, donc qui décide. Et présentement, au niveau provincial, il y a beaucoup de dossiers, ce n'est pas juste la 35, qui sont latents. On sait que quand on est arrivé au pouvoir, dans le volet 1, il restait à peu près 1 milliard de $ que le Québec pouvait dépenser. Les autres provinces avaient déjà dépensé le volet 1. Il reste sensiblement le même montant et il y a en plus le volet 2. Donc, il s'agit d'une volonté politique du gouvernement du Québec. Et là-dessus, je suis je pourrais dire, je pense qu'on peut avoir des bonnes nouvelles. J'ai rencontré les 3 nouveaux députés de la CAQ et pour eux, c'est une priorité. Et M. Lemieux est supposé d'organiser une rencontre des 3 députés, même des 4 députés de la région, pour rencontrer le ministère des Transports et leur transmettre que c'est une priorité pour notre région. Parce que ce soit Louis Lemieux à Saint-Jean, Claire Sanson à Iberville, ou même les députés même de Huntingdon, ou même de Brome-Missisquoi, je veux dire, toute la région, ou même Chambly, à la limite, je veux dire, toute la région est impactée par le non-prolongement de l'autoroute 35. Là. Exact. Puis on se rend compte que c'est Saint-Jean-sur-Richelieu qui pousse le plus le dossier, mais que dans les faits, le prolongement est dans le comté de Brome-Missisquoi. Oui. Donc, mais on voit tous les retombées économiques pour la région. Et au niveau fédéral, nous, on voit les retombées économiques, mais il y a des subventions qui ont été offertes par le programme d'infrastructure, mais aussi par le ministère des Transports parce qu'ils veulent sécuriser la voie de la 35 advenant un incident qu'on aurait à la colle. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une alternative et l'alternative, c'est la 35. Donc, autrement dit, ce que vous dites, c'est que les députés de la Coalition Avenir Québec en Montérégie doivent faire pression sur leur collègue de Granby, François Bonnardel, qui est le ministre des Transports, pour que lui, à son tour, fasse une demande à votre collègue au fédéral pour qu'on finisse par avoir une entente pour procéder. Exact. C'est ça, dans le fond. Exact.
Et la demande doit venir de là. Mais déjà, le ministre Garneau, qui est ministre des Transports au fédéral, et le ministre Champagne, ministre des Infrastructures au fédéral, ont rencontré M. Bernardel et lui en ont fait mention qu'on est là puis on attend la demande. Donc peut-être que d'ici 6 mois, peut-être que ça va être ficelé, annoncé et que les travaux commenceront enfin. Là. On le souhaite. On parlait du prolongement de la 35 au moment où vous étiez maire d'Iberville. Ça date, mais il y en a eu une partie qui a été faite oui, à l'époque où j'étais député à l'Assemblée nationale. On a fait la partie Iberville-Saint-Sébastien. Il en manque un bout, ça serait une belle fin de carrière. Vous êtes intervenu dans le dossier du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, évidemment un événement que vous connaissez bien depuis fort longtemps. Et on le voit au fil des années. Oui, c'est vrai, il y a eu des problèmes de météo qui ont évidemment amené des difficultés financières, mais en même temps, on le voit, il y a moins de commandites qu'il y avait dans le temps. Il y a moins de subventions fédérales provinciales qu'il y en a déjà eu dans les années 80-90. Or, comment un gouvernement comme le gouvernement fédéral peut aider davantage un événement comme l'International de Montgolfière? Bon. Dans les faits, depuis 10 ans, le festival reçoit sensiblement les mêmes montants du fédéral. Sauf que depuis ce temps-là, vous parlez des commandites, mais principalement, il y a eu un grand changement, c'est au niveau de la sécurité. Donc, ils doivent investir davantage et l'ensemble des festivals demandent plus d'argent pour assurer la sécurité. Et là-dessus, je ne peux pas faire autrement que d'appuyer la demande du Festival des Montgolfières, qui est notre festival le plus familial au Québec. J'ai même envie de dire que les artistes coûtent un peu plus cher qu'avant, au prorata des années. Donc, les artistes coûtent plus cher, moins de commandites, moins de subventions, des frais de sécurité plus élevés. Bref, si on veut maintenir des événements comme celui ici, mais ailleurs au Canada aussi, là, tout le monde a à peu près les mêmes problèmes là, dans l'événementiel. Effectivement. Et la demande a été transmise au ministre des Finances qui fait des consultations. Et nous, en tout cas, en tant que comté de Saint-Jean, on a dit que c'était une priorité de bonifier les subventions du Festival des Montgolfières. Bon. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant nos installations militaires? Je repose souvent cette question-là, mais parfois, il y a des dossiers en développement avec la base, la garnison, avec le collège militaire qui, cette année, reçoit plus d'élèves officiers qu'on en avait dans les années dernières. Donc, il y a une croissance au niveau des élèves officiers. Donc, est-ce qu'il y a des projets sur la table en ce moment, d'ici la prochaine année? Présentement, je pense qu'on a eu beaucoup d'investissements et d'annonces qui ont été faits. Retour de la formation universitaire au collège. À la garnison, c'est près de 150 millions d'investissements avec la clinique et aussi avec l'académie. Et ce qui va venir aussi, ça va être l'augmentation des gens qui viennent se former à la base militaire, c'est-à-dire leur initiation. Donc, on en a 5 000 qui viennent par année et ça va monter à 6 000 en vertu de la nouvelle politique de défense. Donc, je pense qu'on a plus que consolidé la ville-garnison de Saint-Jean par ces projets-là, mais il y a d'autres projets qu'on travaille, en outre le Collège de la paix. Je sais que aussi le général Dallaire, Roméo Dallaire, a aussi un projet pour la région. Donc, il y a des choses qui se travaillent, mais présentement, je peux dire qu'on a eu une bonne part des nouveaux budgets de la défense. On en a retrouvé on a eu plus que notre pourcentage ici à Saint-Jean. Bon. Là, on est dans une année électorale. Veut pas. C'est un peu le même principe qui s'applique parce que là, on a des élections à date fixe. Donc, ça change un peu le contexte. Donc, en quoi ça va changer un peu votre façon de travailler cette année? Est-ce qu'on va vous voir un peu plus, mais en même temps, vous siégez à Ottawa? Bref, ça va être quoi le contexte de l'année à venir, là? Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de changements. On a notre travail à faire. Moi je dis toujours, les élections, ça dure 3 mois. Pendant 3 mois, tu es en élection, mais après ça, tu travailles avec tout le monde, puis pour les citoyens. Et ce que je vais continuer à faire jusqu'à je pourrais appeler la période préélectorale qui va commencer avec le début des vacances quand on va être de retour de la Chambre des communes. Bon. Mais pour vous, c'est quoi les principaux enjeux d'ici Noël ou après les fêtes, là, dans les semaines et les mois à venir? Des dossiers sur lesquels vous souhaitez mettre vraiment de l'emphase, vos priorités? Bon, la grande priorité, on en a parlé. Oui. La 35, ça, je pense que c'est important. Il y a aussi, on a développé un pôle de la sécurité défense, de continuer. Le travail est fait. Les gens du Conseil économique ont rencontré le ministère de l'Innovation. Donc, on attend qu'ils nous fassent un dépôt. Ça, je pense que c'est un dossier qui était structurant.
On a aussi à continuer à regarder ce qui se passe à la commission mixte, donc pour régler, s'assurer qu'on n'ait plus d'inondations dans la région. Je pense que c'est un dossier qui est important. Puis il y a un dossier que je travaille, je dirais peut-être plus à titre personnel qui me tient à cœur, c'est d'avoir un collège de la paix dans la région. Et jusqu'ici, les appuis sont bons à Ottawa, donc ça voudrait dire une nouvelle bâtisse. On parle d'une bâtisse de 36 millions. On parle de 300 étudiants qui viendraient principalement de l'extérieur du Québec, 150 qui viendraient du Canada, principalement francophones, donc permettre finalement aux minorités francophones de pouvoir venir ici pour parfaire, maintenir leur français, venir chercher l'éducation, puis 150 étudiants qui viendraient de l'extérieur. Donc ça, c'est des dossiers. Un autre dossier qui ne relève pas directement de moi, mais qui va bien avec les députés de la CAQ, on s'est entendu ensemble, des dossiers, c'est le dossier d'avoir une ville qui puisse accueillir les réfugiés. Donc, ville d'accueil, on sait le nombre d'employés qui manquent dans la région. Donc, on sait que c'est un drame humain, les réfugiés qui sont dans des camps. Il y a des camps où est-ce qu'il y a jusqu'à 3 millions de réfugiés. Et ces gens-là, bien, de pouvoir en accueillir ici en région, qu'ils ne soient pas juste à Montréal, mais qu'on puisse en avoir ici. Je pense que vous voyez parcours comme moi, là, les affiches, là, cherchons travailleurs. Dernière question. Bon, on le sait, le 17 octobre, il y a eu la réglementation sur le cannabis. Êtes-vous satisfait de la mise en œuvre? Je comprends que c'est les provinces là, qui exécutent un peu le tout, mais quand on regarde ici au Québec, des ruptures de stock, des files d'attente, ça faisait un peu particulier. Je ne sais pas, c'était quoi votre réaction à vous quand vous avez vu un peu ce contexte-là de la légalisation du cannabis? Bon, dans l'application, c'est sûr que ça va prendre comme 3 ans là, pour que ça soit appliqué. C'est sûr que le Québec a été plus lent à démarrer dès le début. Donc, ça a été pour avoir des fournisseurs et ainsi de suite. Les autres provinces, dès le début, ont attaqué le dossier de front et voulaient être prêts pour la date qui serait annoncée, qui savait qu'il se passerait quelque chose comme entre juillet et, on parlait de juillet 2018. Finalement, on a retardé à la demande du Québec pour qu'il soit prêt davantage, mais je pense que c'est un problème de fourniture. Puis là, bien, il y a des adaptations avec le nouveau gouvernement qui a ralenti l'ouverture de nouvelles succursales. Puis aussi, il y aura le changement aussi dont il parle de 18 ans à 21 ans. Ouais. Ça, je pense qu'ils vont regarder l'ensemble de la politique. Parce que ça veut dire quoi si on passe ça de 18 à 21 ans? On laisse ce marché-là au marché criminel? C'est clair. La prohibition, là, on l'a connu. Quand on défend quelque chose, bien, c'est un autre groupe qui le prend. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous au retour Babillard quotidien. Samedi 1er décembre, au domaine Trinity, dans le secteur Iberville, un concert de clavecin. Donc, si ça vous intéresse, c'est dans un lieu mythique. Donc, allez faire un tour et réservez, bien sûr, votre place. On vous rappelle, entre-temps, que si vous désirez nous écrire, faites-le toujours par courriel, plus rapide et plus facile. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.